Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou à Montréal, sous le soleil de Montréal. J'avoue que c'est probablement un des derniers jours avant que l'hiver arrive. L'hiver est long ici, mais quand le soleil se pointe, les Québécois passent quand même un délicieux moment, n'est-ce pas Antoinette? Oui, c'est vraiment formidable, agréable d'être là dans le soleil le mois de septembre encore avec toi Lilou. Merci. Et là on est en plein centre-ville, donc vous allez entendre toutes sortes de bruits, il y a plein d'activités. On est dans un magnifique parc, le Square Dorchester, en plein dans Montréal. Donc ne vous inquiétez pas, mais notre conversation va nous ramener vers la paix intérieure, quel que soit le brouhaha extérieur, parce que c'est quand même... Donc, bon, beaucoup de personnes le savent, mais tu es donc née au Liban, enfin tu es libanaise, oui. Tu as été enfant soldat à l'âge de 13 ans et tu chemines vers cette paix intérieure, tu nous guides, tu nous aides en tant que maître yoga, thérapeute, auteur, de retrouver cet amour en soi. D'ailleurs, je crois que c'est le titre de ton livre qui était ressorti et ressorti en 2014. Oui. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de parler bien sûr, de cet amour non seulement humain, mais divin qu'on peut vivre ici sur Terre, de cette paix intérieure, mais aussi en démarrant par comment... Parce qu'on est tellement tous dans un mode de survie. Enfin, il y a beaucoup d'entre nous, on essaye de survivre et non pas de vivre. Comment tu vois ça par rapport à ta propre expérience pour passer de ce mode de survie à quelque chose de plus grand et de libérateur? Il y a tellement de freins, il y a tellement de blessures, il y a tellement de choses qu'on rencontre qui sont difficiles. Non? Oui, effectivement, beaucoup de choses difficiles qu'on rencontre sur notre chemin, puis aussi le mode de vie. Tous les gens autour, c'est comme si c'est normal et naturel d'être dans un état de survie. On n'a pas eu du tout cette éducation ou cette ouverture de la conscience à dire non, ce n'est pas normal. Ouais. Vraiment pas. Justement, hier, en donnant un cours, j'ai parlé de ça. C'est pas normal qu'on vit dans l'anxiété. C'est pas normal que notre mental, il part dans des idées, dans des peurs, dans des scénarios, dans le sens qu'une pensée peut passer, oui, mais que ça reste et que ça affecte notre corps, que ça affecte notre bien-être, que ça affecte notre cœur. Moi, de plus en plus, avant aussi, quand j'étais habitée, comme tout le monde, par beaucoup de ces états-là, que j'étais même pas consciente, mais que je voyais la vie comme une lutte, comme il faut défoncer. Les gens me disaient, il y a un mur là. Moi, je répondais, toi, tu vois le mur, moi, je passe à travers. C'était comme normal et naturel. Puis aujourd'hui, quand je m'arrête, même en te disant ça, comment on est... c'est même un symbole de force, il faut être fort, mais ça l'est pas. C'est pas normal de vivre dans la lutte. Parce être des petits soldats, comme toi, jeune. Exactement. C'est que être soldat prend toutes sortes de formes. Dernièrement, j'ai rencontré un jeune d'une vingtaine d'années qui vit de l'anxiété, puis qui me disait que c'était normal, puis il faut se battre contre ça. Ça m'a assez touchée dans le cœur en disant non, c'est pas vrai. Oui. Il y a une façon de vivre notre quotidien dans toute la réalité. C'est pas du tout d'être dans un positivisme déconnecté de la réalité, mais comment... Même ici, maintenant, Lilou, nous trouvons dans un parc avec des gens qui bougent, le son, les bruits, il peut arriver n'importe quoi. En plus, avec les attentats, tout ça, on se sent pas mal... ça vient à nous, ça vient nous chercher en plus, des fois, quand on s'attend le moins. Donc, on s'est habitué à se protéger. Effectivement. C'est ça, c'est comme si ça devient que c'est un mode de survie, comme tu l'as dit, que il faut se protéger, il faut faire attention, il faut guetter, puis comme avec maintenant de nos jours les attentats qui se passent tout partout, comment arriver à habiter cette réalité que oui, elle est à l'extérieur, mais de pas être happé par ça, de reconnaître que oui, c'est là, de reconnaître que la course ou l'exigence ou La compétition, c'est une façon de vivre, mais c'est pas être la nôtre. Il y a plusieurs modes. On peut très bien être dans ce brouhaha et être en paix intérieure. Oui, définitivement d'être dans une réalité, de revenir en fait dans le cœur. Et ce chemin, on ne l'a pas appris, de revenir dans le cœur,
de dire, moi, qu'est-ce qui part de moi? Pourquoi est-ce que je fais une telle chose? Pourquoi est-ce que je réagis à une telle situation? Au lieu d'être pris dans les situations extérieures, c'est vraiment de revenir et de dire c'est quoi le sens de tout ça. Et parfois, la vie, elle met des situations pour nous réveiller. Moi, je dis souvent, c'est pour nous amener... moi, en fait, oui, c'était la guerre, mais c'était quand j'ai accouché de mon premier fils que je dormais plus de la même façon, que tous les scénarios je voyais des gens rentrer chez nous. J'ai pensé que ces mémoires ne m'affectaient pas, vu que j'étais jeune. Quand on est jeune, on devient beaucoup dans un état de survie, mais qui devient comme une deuxième peau pour nous. Et on continue de croire que c'est ça, nous. Et quand j'ai amené mon premier fils à la maison, c'est là que ça fait comme pow en dedans, puis ça m'a amené à dire, mon Dieu, toutes ces archives en arrière, toutes ces archives cachées. Et c'est ça qui m'a amené à faire un autre saut pour aller comprendre qu'est-ce qui fait que il peut avoir une situation qui est heureuse, comme amener mon fils à la maison, puis que cette explosion de terreur, de mémoire qui est présente. Mais ça, c'est mon expérience, mais on peut la mettre pour tout le monde. Qu'il peut arriver une situation et ça réveille des mémoires. C'est des mémoires transgénérationnelles, de vie passée. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a hérité forcément? Je crois qu'il y a une partie que oui. Je crois même qu'on choisit notre environnement de naissance en lien avec ces mémoires-là. Quel bagage amener avec notre vie actuelle? C'est pas pour rien que je suis née femme dans un environnement d'origine arabe et que j'étais révoltée dans un sens jeune de voir la femme et par la suite de devenir un enfant soldat. C'est pas pour rien. Alors, oui, il y a des mémoires qui sont transgénérationnelles, mais que je crois que l'âme choisit pour cette incarnation. Et par la suite, dans notre réalité quotidienne, on a toutes les données pour aller libérer ces mémoires-là. Ouais. Donc c'est ça, c'est pas forcément aller chercher dans le passé, mais c'est regarder ce qui se passe maintenant. Parce que des fois, ça peut être aussi un échappatoire, ça. Effectivement, moi, c'est ce que je dis, c'est ce que j'enseigne. Maintenant, dans ma situation actuelle, même d'être pris dans le trafic, une situation avec une personne, c'est d'arrêter et de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et en faisant cela, en amenant ce regard de conscience qui peut m'amener à installer la paix et l'harmonie, mais je suis pas juste en train de dénouer cette situation qui a l'air simple et anodin, mais je suis en train de dénouer des mémoires transgénérationnelles. Je suis même en train de faire quelque chose dans les mémoires, les gènes de toute la lignée de ma famille, des femmes, de la terre même. C'est ce que je crois, que travailler dans l'ici et maintenant, ramener la conscience aux situations et de pas rester pris dans l'histoire de la situation, tu vois, c'est de revenir... Comment on fait ça alors pour pas être... parce qu'on est tellement, on piétine. Moi, je l'ai vu en montant comme ça, en me préparant pour le Mont Blanc, ascensionner à haute altitude aussi, tu vois, ou quand on voyage également, ou quand on se fiance ou autre, il y a des choses comme ça qui viennent nous chercher. Hein. Et puis, il y a ce mental, il y a cette histoire qu'on se fait et ça n'avance pas. On est conscient qu'à un moment de son développement, je pense qu'on est pris dans un espèce de cercle vicieux, mais là il y a quelque chose de plus fort. C'est comme si c'était tellement fort d'habitude qui était là, qui nous enracinait, qui nous enchaînait, qui nous donnait presque esclaves de cette situation. Effectivement, c'est comme tu le décris, tu as fait le Mont Blanc. Alors je me suis entraînée, j'ai fini par faire le Grand Paradis à 4000 mètres, c'est 4100 mètres, mais c'est fantastique. Mais tu sais, là, c'est là où je me rends compte toutes les conversations négatives qu'on peut avoir et à quel point j'étais mon propre ennemi. Donc c'est ça finalement, c'est ce que tu es en train de décrire. Exactement. Comment à travers c'est comme s'il y a un déclencheur, puis on ouvre des archives
à l'intérieur. Et là, c'est comme un film qui se déroule. Ouais. Et moi, je crois, le chemin que j'ai trouvé, que j'enseigne aussi, c'est que l'émotion est une clé pour nous. Ouais. C'est que quand on arrête, parce que ces pensées sont rattachées à des mémoires émotionnelles. Ouais. Et quand on arrive à arrêter de dire, mais c'est quoi l'émotion qui est présente pour moi? C'est quoi qui m'habite? C'est pas évident de faire parce que dans notre éducation, on a beaucoup appris à juger l'émotion, à zapper l'émotion, à banaliser l'émotion. Mais en fait, l'émotion, elle est comme une note musicale. Et s'il n'y a pas de note, justement, si on s'est tellement numb, to get numb en anglais, on dit, on s'est éteint par rapport à ça, il n'y a plus d'émotion. Comment on fait pour... C'est que quand ça fait ça, c'est comme si la vie est éteinte à l'intérieur de nous. Et moi, ce que j'amène beaucoup à prendre conscience et à faire une pratique d'être dans sa respiration et dans la respiration de revenir dans le cœur. Au début, c'est pas facile quand on s'est éteint. Mais en le faisant, ça prend un entraînement. Moi, je ne crois pas qu'on prend conscience de quelque chose et les gens, on cherche souvent la pensée magique, une attitude magique je vais essayer quelque chose une fois, deux fois, puis après, je dis ça marche pas. Je dis c'est un entraînement, c'est de revenir à son centre. Et notre centre, on a accès beaucoup par la respiration, par ce que maintenant c'est connu comme la méditation consciente, mais en fait c'est d'observer son souffle et de rester quelques instants juste dans l'observation et d'habiter son cœur, de faire cette pratique, cet entraînement quelques minutes, à quelques reprises par jour, juste d'arrêter et d'observer mon souffle. Ça amène à se reconnecter à soi parce que le souffle, c'est la vie. En fait, c'est juste d'observer le trajet. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne sait pas expliquer, mais la science de nos jours, avec cette pratique-là, de plus en plus, toutes les recherches qui sont faites, qu'il y a quelque chose qui commence à se développer, même en lien avec le cerveau. Je m'intéresse beaucoup à ça parce que mes premières études étaient en biochimie et de voir tout ce lien que notre corps, il n'est pas juste une fonction, il n'est pas juste un outil de fonctionnalité, que dans notre corps, il y a une grande intelligence. Et la porte, c'est notre cœur. Et d'apporter la conscience à cette respiration. Et au début, oui, c'est pas évident, mais de créer cet entraînement. D'ailleurs, juste maintenant, en te parlant, Lilou, si je parle de ça, et c'est si imprégné en moi que je sens, que je dis d'apporter la conscience dans le cœur et je ressens mon cœur qui s'ouvre, que je deviens tout émue, je deviens si présente dans ce lien avec le cœur. Alors, cet entraînement qui est si accessible, c'est de le faire d'une façon quotidienne et plus qu'une fois par jour. Quelques minutes, que ça peut être même juste 2-3 minutes, mais d'une façon qu'on le répète et on revient. Oui. C'est en parallèle, cette respiration, je veux dire, on est dans le trafic, ou on a une situation, on a un entretien d'embauche, on a quelque chose, on est très très nerveux, on a toutes ces anciennes pensées. Donc en même temps qu'on a la personne en face et qu'on lui parle, on est dans cette respiration, on ralentit la respiration, on sent son cœur qui essaye de se réouvrir. Tu sais, on est très conditionné au stress et on ne le remarque pas. En faisant cette pratique, ça devient comme un conditionnement dans le bon sens, que ça vient automatique et dès qu'on ramène la présence au souffle, on ressent que le corps, il change, que la vibration, que ça s'installe, que le cœur, il se passe quelque chose dans le cœur. Alors, je dis souvent, quitte à être conditionné à quelque chose, que le stress, comme j'ai dit, souvent on ressent le stress, c'est seulement quand c'est dans un pic. On réalise pas comment dans
dans notre quotidien, cet état d'être crispé ou à la course ou dans la compétition, où on ne le voit pas. Alors, de créer cet état de présence à soi avec le souffle, la respiration, mais avec le temps, oui, ça devient que quand même quand je parle, que même quand je vis une situation, que juste d'apporter la présence au souffle dans le corps, il y a vraiment une transformation qui s'installe. Et les émotions, alors, elles nous traversent quand ou à quel moment? Parce qu'on n'a pas toujours l'impression, et d'autant plus en tant que femme, d'avoir la place de libérer ses émotions ou de pleurer. On nous a vu bien souvent comme trop sensibles, ou tous les hypersensibles se reconnaissent. Il n'y a pas de place de trop dans cette société pour les exprimer. Donc, quel est le rapport entre ce souffle et ces émotions? Comment être avec cette émotion? Comment les gérer, même quand elles débordent? En fait, c'est deux aspects. Moi, la psychologie, je trouve que c'est très important aussi de comprendre notre psychologie, que la rencontre du souffle, c'est parallèle à la connaissance de soi. Oui. C'est parallèle à quand nous sommes dans des situations, ou même quand nous ne sommes pas dans une situation, c'est d'arrêter et de se demander comment je me sens, quel état qui m'habite en ce moment. Puis oui, je comprends que on a beaucoup de préjugés face à l'émotion, que comme j'ai mentionné tantôt, qu'on a appris à la zapper, à la banaliser, à la juger, et de ramener cette conscience que l'émotion, c'est vraiment comme la musique pour moi, c'est la façon que je la décris. Et le plus que je me permets de laisser monter les fausses notes, entre guillemets, que je peux me permettre de laisser monter ces émotions qui ont besoin d'être harmonisées, que ça soit la tristesse, la colère, la peine, la honte, que ça soit toutes ces émotions. Mais en fait, ces émotions sont présentes parce qu'elles font appel à moi pour que je puisse harmoniser une partie de moi. Et de les écouter, ça m'amène à devenir de plus en plus dans cette écoute pour aller les placer à la bonne place, pour les donner la place à se vivre. Et ça fait qu'avec le temps, l'harmonie, elle est de plus en plus installée. Et quand il y a une fausse note qui arrive, c'est parce qu'elle veut m'indiquer quelque chose, soit que je me suis perdue, soit que je me suis pas respectée, soit que j'ai pas pris soin de moi, que je vis de la culpabilité ou qu'il y a une insécurité qui est présente. Alors, pour moi, l'émotion, c'est un allié, c'est vraiment une alliée qui m'amène elle m'indique, c'est comme la sensation dans le corps, la soif, la faim, le froid, c'est la même chose. Alors, le plus qu'on apprend à les écouter, ça devient comme un moyen vraiment de me créer. Oui. Il semble y avoir différentes couches d'émotions. Donc, peut-être la frustration ou la tristesse peut cacher la colère, qui peut cacher, hein. Donc comment aussi aller au-delà de cette première couche d'émotion qui est peut-être la frustration finalement ou la colère. C'est ça. Mais c'est de permettre au début à la frustration de se vivre. Parfois, si c'est en relation... on a de l'urgence, là. On a les pompiers qui sont... Des émotions. Ça tourbillonne, là. Il y a urgence. Oui. Oui, c'est ça. C'est spécial parce qu'on parle en même temps de ces émotions comme la frustration, la colère et les sirènes qui sont parties en même temps. Hein? La frustration est une émotion, d'ailleurs, qui peut nous indiquer quelque chose qui ne va pas et de pouvoir la vivre. Le problème, c'est qu'on n'a pas appris à la vivre d'une façon saine, tu vois. Alors, si, exemple, la frustration, c'est dans la relation avec mon fils, et si je me connais, et dans mes frustrations, je peux garrocher ou pitcher ou domper mes affaires sur mon fils, si je me connais, alors
c'est pas un espace que c'est là que je dois libérer ma frustration. Ouais. C'est important que je prends soin de lui donner l'espace qu'elle a besoin. C'est important que ça soit en parlant avec quelqu'un d'autre ou en écrivant ou en me permettant de mettre la musique et de crier, mais que je puisse me donner le droit de la libérer et après d'arrêter puis de voir mais c'est quoi qui est en arrière de cette émotion-là? Et là, peut-être que je peux toucher que je me sens à un certain niveau rejetée, que je souffre dans le fait que je contacte un espace en moi qui a la trahison. Et ça, alors, ça m'ouvre la porte à aller plus en profondeur pour aller écouter l'espace qui a besoin de moi. Ouais. Et là, si j'identifie, par exemple, moi, ça, c'est une espace qui avait beaucoup besoin de moi et encore, mais c'est incroyable. La guérison, c'est la trahison. Ouais. Et même mes enfants, quand ils étaient jeunes, par exemple, juste un fait qu'ils n'ont pas... on a fait une entente et qui n'ont pas respecté l'entente. Moi, je voyais que ça m'amenait dans des espaces que c'était comme la réaction incroyable. Ouais. Et en arrêtant, en faisant ce processus, mais j'ai réalisé que je contactais la trahison. Imagine, avec mes fils, que ça provient pas du tout de eux. C'est mon bagage, c'est mes espaces. Et que ça puisse être réveillé dans une relation d'amour. D'ailleurs, que c'est mes propres enfants, et que je peux, si je suis inconsciente de ces mémoires ou de ce bagage, que je peux réagir et rester prise dans l'histoire et leur dire que je vous ai demandé de faire une telle chose, puis vous me respectez pas. C'est comme, wow! Toute la forme que ça peut prendre, quand en fait, c'est un geste d'enfant que moi, ça a réveillé une grosse blessure en moi, mais vu que j'étais pas à l'écoute, j'étais pas consciente, alors ma frustration en arrêtant, en prenant un pas de recul, pas en la raisonnant, mais lui permettre d'exister, mais d'une façon saine. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu te recules, tu respires, tu essayes de libérer, t'écris, tu danses ou autre. Mais comment tu fais pour vraiment libérer ça, alors? Cette mémoire de trahison que tu as. C'est ça, mais j'ai fait tout ce que tu as dit et pour longtemps, que ça soit parfois à travers le mouvement du corps, justement, que ça soit d'aller même en thérapie. D'ailleurs, c'est là que j'ai identifié. Je suis allée plus loin après l'histoire, mais c'était la blessure de la trahison. Que ça soit à travers l'écriture, que ça soit de laisser monter. Parce que quand on identifie cette bulle émotionnelle, il y a plein d'images qui viennent quand on fait ça, en lien avec notre vie, en lien avec la relation avec mon père, la relation avec ma mère, en lien avec le fait que dans la guerre, en lien avec un amoureux qui s'est noyé et que ça contactait la même blessure. Alors c'est comme quand on arrive dans cet espace, il y a comme plein de portes qui s'ouvrent, c'est comme des archives. Et si on saisit et on va là-dedans et on se permet d'exister avec ces espaces, ça devient, c'est comme si on leur donne le droit d'exister, de les bercer, de les aimer, de leur dire « je suis là maintenant, je suis là ». Même dans ces espaces les plus sombres à l'intérieur de soi, ceux qu'on n'a pas envie de regarder en fait d'habitude. Exactement. C'est vraiment ça, c'est mettre de la lumière dans ces espaces-là, l'accepter, le vivre. Et là, ça libère. Hein. Oui, c'est par couche aussi. Ouais. Il faut pas penser qu'on claque les doigts. C'est étape par étape et à chaque fois d'aller... Ça te touche. Hein. Oui, parce que, tu sais, on cherche l'amour tout partout. On oublie d'aller dans cet espace pour nous et que c'est la seule façon de se guérir à un certain niveau. Nos relations aussi,
Mais si on n'arrive pas à faire ça pour soi, d'aller se rencontrer dans ces espaces et de dire à cette partie blessée de moi, à cette partie qui se sent toute seule, je suis là maintenant. Là, je suis grande et maintenant, je peux aller te prendre, je peux aller te bercer, je peux t'aimer. Et en faisant cela, c'est là qu'on n'est plus un ennemi pour soi. C'est qu'on devient l'ami, on devient l'amour. C'est ça le sens de l'amour. C'est qu'on développe cette capacité d'aller nous accueillir dans ces espaces. Et le plus qu'on fait ça, mais le moins il y a des menaces de l'extérieur, tu vois. Oui, oui. Et le plus que quand je regarde l'autre, je le vois dans cet espace aussi. Tu sais, Âme à âme. Oui, exactement. Le namasté, hein, le namasté, c'est ça. C'est quand on regarde l'autre et on le voit dans tout ce qu'il est, dans tout ce que tu es, Lilou, et d'être dans ce lien de cœur, tu vois. Mais pour faire ça, c'est important qu'on le fasse avec nous-mêmes. On a besoin des expériences de l'extérieur, qu'on puisse les vivre aussi, pour nous amener vers nous. Parce que si on n'a jamais connu ça, c'est difficile d'avoir accès à cette façon dans la compassion. Et on a besoin de relations extérieures pour nous amener à le ressentir. Que, wow, l'autre est capable de m'accueillir là où moi, j'arrive pas à le faire. Alors, ça ouvre la porte. Et c'est ça le chemin de la guérison, c'est de pouvoir aller rencontrer ces espaces en nous. Tu sais, quand on dit c'est dans l'ombre qu'on découvre la lumière, c'est une belle philosophie, mais comment le faire dans le concret? Mais c'est ça, c'est pas de se supérioriser à ces blessures, c'est pas de les raisonner. Puis, c'est pas de prétendre qu'elle ne soit pas là. Exactement. Puis c'est pas du tout dans le même espace de les pleurer sur son sort non plus. C'est comme on devient une partie de nous qui a cette capacité d'aller accueillir, qu'on n'est plus pris dans l'espace-temps. Parce que l'émotion, elle connaît pas le temps, hein? C'est ça. Alors, oui, l'émotion qu'on la vit quand elle est intense, c'est parce qu'on la vit dans l'espace-temps de cette émotion-là. Alors, si, exemple, j'étais battue par mon père et que ça développait en moi l'humiliation et que je parle avec quelqu'un, puis quand la personne lève le ton ou elle agit d'une telle façon, moi, en dedans, que je me sens prise, mais c'est parce que je revis l'émotion. Même si je peux avoir 40, 50, 60 ans, je redeviens la petite fille de 8 et 9 ans dans cet espace émotionnel-là. Oui. Alors, la connaissance de soi, ça sert à développer cette conscience, pas juste la connaissance rationnelle, pour dire « Wow, cette partie de moi ou cet état est pris dans le temps ». Et le plus que je développe la respiration, elle est dans le cœur, mais cette partie de moi développe la capacité d'aller chercher cette autre partie. Et de... Oui. Excuse-moi, et de lui dire, je suis là pour toi. Ouais. D'où ça nous connecte quand même au côté spirituel, au côté divin en fait. C'est là on est dans le développement de soi, on est dans les émotions et tout ça, le psychologique, la thérapie, le vivre, le ressentir et tout, mais c'est ça qui nous ouvre tous les espaces de quelque chose de magique et de divin. Oui, effectivement, c'est ça, de l'humain au divin. C'est pas de fuir nos espaces humains, c'est si mon âme a choisi à un certain niveau de venir sur cette terre et de vivre ces expériences, c'est pas, moi je ne crois pas du tout c'est pour me punir, même si parfois
l'ego ou le peut être là puis dire ça n'a pas de sens. Puis je suis pas là du tout non plus pour diminuer de la souffrance, loin de là, mais je crois que notre âme et notre être est là pour vivre des expériences justement pour nous amener à se tenir debout, pour nous amener à développer ce regard d'amour sur nous-mêmes, sur nos expériences, de transformer, même de transmuter nos états tout en vivant notre humanité et comment notre âme, elle devient si joyeuse de vivre cette expérience. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle choisit le corps. C'est pour ça, parce que dans le corps, veut pas, si je tombe, je vais avoir mal. Mais c'est pas l'avoir mal, mais comment je le vis, ce mal-là. Est-ce que je deviens la victime? Est-ce que... Wow, encore? Ça bouge autour, hein. On est dans une espèce de spirale autour de nous, là. Mais c'est comme la vie, hein? Oui, c'est moi, je trouve ça vraiment très symbolique de tout ce qu'on parle, hein? C'est comment... C'est ça la réalité de la vie humaine dans un sens. Et comment, à travers ça, pouvoir jeter un regard avec de plus en plus de clarté et aussi de jouir de la vie en même temps, de déguster. C'est comme maintenant, en même temps que les mouvements puis les bruits existent, mais en même temps que le soleil est là, que les arbres sont là, que nous sommes bénis d'être ici, d'être dans cet environnement de sécurité dans un sens aussi. J'ai l'impression d'être dans une bulle, là, d'ailleurs. Oui, puis je peux vivre ce moment avec toi. Écoute, tu viens de l'autre bout du monde et comment d'arrêter puis de voir la chance de pouvoir vivre cet instant. Tu vois, tout en ayant tout ce qui bouge autour, tous les mouvements, il y a ça et il y a ça aussi. Les deux peuvent coexister. Exactement. Et après, c'est à nous de choisir. Exactement. On choisit cet instant. Oui, et vers où on dirige notre attention tout en s'occupant de notre réalité. Oui. C'est que je peux m'occuper de tout ce qui a besoin d'être occupé en savourant en même temps un aspect qui est présent parce qu'il y a toujours un aspect qui est présent. Oui. Tu vois? Oui. Merci Antoinette, je pense que cette conversation pourrait durer des heures, je suis sûre qu'on se retrouvera. Tu as un livre, L'amour en soi, l'amour de soi en soi. Oui, les 10 clés de l'amour. Qui a été réédité en 2014 et puis il y a ton site où il y a plein de conférences, de belles choses que tu programmes et là vous pouvez la retrouver sans problème. Elle voyage beaucoup Antoinette. Oui, toi aussi, mais c'est fantastique ce que tu fais aussi Lilou, vraiment vraiment cette conscience. De cette façon, justement, dans l'humain, dans la simplicité, vraiment, et ça me fait plaisir de partager cet instant avec toi, puis avec vous tous. Oui. Hein? On vous remercie d'avoir regardé, et puis s'il vous plaît, diffusez cette interview, diffusez-la sur les réseaux sociaux, partout, à vos amis, à la famille. Ça fait du bien, ça nous guérit. Merci pour cette belle conversation et expertise. Gros bisous, mes délicieux co-créateurs. Plein de bisous de Montréal, Québec, sous le soleil. Ciao.